Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Donc cette semaine, bien entendu, on va parler du Bitcoin et de l'effet de contagion. On est carrément en train d'entrer dans une situation où on a une quatrième unité de temps sur laquelle l'effet de contagion peut partir. Donc on va partir d'une unité de temps basse vers une unité de temps beaucoup plus haut. Je vais vous expliquer ça avec les différentes figures sur lesquelles les spéculateurs qui sont sur des très basses unités de temps peuvent générer un mouvement qui va générer des prises de position sur des unités de temps d'investisseurs qui sont beaucoup plus sur du moyen long terme. On va aussi parler du SP500, de ma vision des choses sur l'effet de surchauffe qu'on a, parce qu'on est proche des résistances. Pour moi, les jeux sont faits depuis 15 jours et on va voir au cours de la semaine prochaine et de la semaine d'après si au final en Europe et en France on repart sur une nouvelle vague et un nouveau confinement, parce qu'avec ce qui s'est passé, enfin je vous l'expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo, et dans la troisième partie de la vidéo je vais vous présenter deux trades, deux belles opportunités qui sont arrivées sur nos screeners dernièrement et comment est-ce qu'il faut réagir sur ces opportunités actuellement, puisque il va falloir songer soit à prendre ses bénéfices, soit à laisser filer ses gains, soit à adapter son plan de trade en fonction de l'irrationalité des investisseurs sur ces titres-là. Donc je vais vous expliquer tout ça en troisième partie de la vidéo. C'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse de notre fameux Bitcoin. Je vous le montre. Donc Bitcoin en euros sur une unité de temps daily, on voit, je vous ai mis un pointillé grisé, l'énorme zone de consolidation dans laquelle on évolue depuis pratiquement 2 ans et même 2 ans et demi maintenant. Donc on est toujours sur la zone haute. En principe, d'un point de vue, je le répète, analyse technique, là, la zone haute est une zone de point dur, donc on s'attend davantage dans un range à ce que ça casse par le bas. Vous voyez, on est gros triangle chartiste en pointillé, à nouveau un triangle chartiste en journalier depuis le mois de mai. Donc là, en termes de probabilité, en principe, ça casse vers le bas et on vient chercher le bas de cette grande consolidation. Sauf que, je vais pas vous le répéter encore une fois, on est dans un grand cycle de hausse sur le Bitcoin et qu'à un moment donné, il faut que ça casse par le haut pour que la nouvelle vague du grand cycle se manifeste. Et là, on est sur une situation où ça peut arriver au cours des prochains jours. Alors, ça fait 2-3 semaines que je vous en parle. Pourquoi ? Tout simplement parce que les cours de bourse, là, la volatilité, elle est en train de très fortement se contracter. Et là, ça continue. On a vraiment une très faible volatilité. Si vous analysez toutes ces séances-là, depuis le 12 juin, comparativement à les séances historiques sur le Bitcoin, on a un record de contraction de la volatilité. C'est-à-dire que les acheteurs et les vendeurs sont en train de se fixer, de s'accorder sur un consensus de prix autour des 8500 euros le Bitcoin. Et donc, il y a un moment donné, il va y avoir un nouveau consensus qui va se créer. Et peut-être que ça viendra d'une news, peut-être que ça viendra on ne sait pas d'où ça va venir, mais la cassure nous donnera le sens. Et cette cassure, si elle se fait par le haut, on a plusieurs unités de temps qui vont se mettre en place. On en a même une troisième là qui est en train de se mettre en place. Je vais vous la tracer. Alors, vous allez comprendre quand je dis plusieurs unités de temps qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Donc, là, vous le voyez. On a ici un petit pivot qui est en train de se mettre en place. Donc, si on casse ce petit pivot, tous les opérateurs qui sont sur ces unités de temps à très court terme et qui visent le haut du... ils achètent là, ils visent le haut du range. Ok, eux ils vont passer à l'achat. Là sur le haut du range, si on dépasse un petit peu, qu'on a un petit excès, tous ceux qui sont en train de viser ce plus gros range, ils vont se mettre à acheter sur cette cassure. Donc on a en fait comment on appelle ça ? On a c'est un effet papillon en fait. Eux déclenchent le premier mouvement. Eux viennent à nouveau amplifier le premier mouvement, ça déclenche un deuxième mouvement. Ensuite, on a le triangle chartiste en journalier. S'il est cassé par le haut un tout petit peu, on a cette troisième vague d'investisseurs qui va à nouveau amplifier le mouvement. Et ensuite, on a cet énorme triangle chartiste à très long terme qui, s'il est cassé, hop, on a à nouveau une vague d'acheteurs qui vont amplifier le mouvement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un effet papillon. Moi, ce que j'appelle ça un rush boursier, parce qu'on a une fractale qui se met en place sur plusieurs unités de temps. Là, en l'occurrence, on en a une,
2, 3, 4, parce qu'on a 4 figures chartistes qui correspondent chacune à une unité de temps différente, donc à un horizon d'investissement différent qui est exploité par différents types de spéculateurs. On va avoir des day traders, des swing traders sur quelques heures à quelques jours, des swing traders sur quelques jours à quelques semaines, des spéculateurs investisseurs sur quelques semaines à quelques mois et les gros investisseurs sur quelques mois à quelques trimestres. Et ben tous ces investisseurs, ils peuvent se mettre à acheter plus ou moins au même moment en l'espace de quelques jours. Et c'est en cela qu'on est dans un scénario assez inhabituel. Et c'est pour ça que je vous répète, depuis 2-3 semaines, là, il peut se passer quelque chose d'assez intéressant. Si on commence à casser par le haut, ça peut partir très très fort. Bien entendu, je vous le répète, le scénario d'une retrace vers le bas n'est pas à écarter, mais si ça part vers le haut, on peut avoir vraiment cet effet de fractal et cette contagion d'une petite unité de temps. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais, l'effet de contagion d'une petite unité de temps vers une grosse unité de temps. On a voilà, une convergence de signaux avec un effet de contagion potentiel. Analyse du SP500, on est sur une unité de temps en journalier, donc on le voit, ce petit triangle de consolidation. J'ai abaissé le pivot, la semaine dernière le pivot je l'avais mis sur le plus haut de la tendance. Là je l'ai mis aux alentours davantage, de là on est venu chercher à 1, 2, 3 et là c'est la 4e reprise qu'on vient chercher cette zone de résistance. Donc on a clairement un pivot dans une belle consolidation de chartiste de type triangle. A priori on devrait continuer à consolider. Hop. Donc on est sur la résistance, on devrait aller chercher à nouveau le support avant d'avoir le breakout soit par le haut. Si on casse par le haut, l'objectif sera tout d'abord le comblement du gap, donc la zone haute que je vous ai mise ici en violette. Et ensuite le plus haut historique. Si on casse par le bas, on a ici un autre petit gap à aller combler. Ensuite, on a un deuxième petit gap à les combler ici. Je vous les ai pas mis en couleur, je vous ai simplement mis le troisième, le dernier, celui qui définit le bas du range. Donc en gros, pour situer le contexte dans lequel on est sur une zone de surchauffe. On a effectué un énorme rebond depuis la mi-mars. On arrive sur une zone de résistance. Là, même si on venait à casser cette petite consolidation par le haut, à court terme, on reste quand même sur un point dur. Donc, affaire à suivre. On a peut-être une nouvelle vague pendant l'été de hausse à prévoir jusqu'au plus haut historique. Peut-être qu'il y aura un petit débordement, on verra. Mais en tout cas, le potentiel, il est déjà, je pense qu'on est déjà facilement aux 2/3 du potentiel de hausse par rapport à ce qu'on a initié depuis le mois de mars. Donc affaire à suivre, on peut très bien pulvériser les plus hauts historiques et continuer sur une nouvelle tendance, on le verra au cours des prochaines semaines. Mais là, en l'occurrence, l'idée c'est quand même de rester assez équilibré dans ces analyses, de rester assez objectif. Et là, on se rend compte que le potentiel de progression sur cet indice, allez, je vous le trace, entre le pivot et le plus haut et allez, un petit débordement, si ça a lieu, c'est autour des 8-9%. Allez, on va dire même 10%. On a un potentiel de progression de 10% et par rapport à la zone basse du pivot, on a potentiellement moins 22%. Donc le risque reward pour ce genre de pari, il est clairement plus intéressant dans un sens que dans un autre. Après, la probabilité que le deuxième scénario, celui d'une rechute d'une deuxième vague, se mette en place et qu'on aille chercher le troisième gap, parce qu'on a un gap, 2 gaps, 3 gaps. Le premier gap, si on casse par le bas, il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne le combler. Le deuxième gap, il y a beaucoup moins de probabilités. Et le troisième gap, encore moins. Donc pour qu'on en arrive à venir chercher le troisième gap, il faudrait tout simplement qu'on reparte dans une deuxième vague mondiale sur le corona. Que le monde entier, que les États se mettent à reconfiner leur population et qu'on achève littéralement l'économie réelle et que les banques centrales soient à nouveau obligés d'intervenir sur les marchés financiers pour faire rebondir, pour réenclencher la machine, pour faire un reset sur la machine, la relancer. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Moi, ma vision des choses, je suis d'un naturel optimisme, et comme la façon dont je vois les choses se dérouler autour de moi, je me dis que si la deuxième vague avait dû partir, elle serait partie au cours des 15 derniers jours, puisqu'avec l'été qui arrive, là moi j'ai pas réussi à rentrer à l'île Maurice puisque les frontières mauriciennes sont fermées jusqu'au 31 août.
Donc je vois un petit peu ce qui se passe dans mon entourage. Là, je suis actuellement confiné en France, enfin confiné, je suis bloqué en France, j'arrive pas à revenir à Maurice. Et clairement, la fête de la musique et alentour, c'était du grand n'importe quoi. Tous les gens étaient les uns sur les autres. En fin de soirée, on pouvait voir les gens qui se faisaient des bisous, des câlins, tout ce que vous voulez. On était très 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 loin des règles de distanciation. Et si le virus il doit repartir avec les fameux 15 jours hein, avant que ça commence à vraiment se déclarer d'un point de vue symptomatique, on doit à peu près y être là, on doit être sur le 15e jour. Donc là, on va le voir si la deuxième vague elle doit partir. À mon avis, c'est à partir de maintenant qu'on va le savoir réellement. En tout cas, en France, on aura quand même les données puisque l'été est arrivé, les grosses chaleurs sont arrivées, les rassemblements ont eu lieu. Donc là, on verra concrètement hein, si c'est plutôt positif pour l'avenir ou pas. Je pense que le grand test, il a été effectué aux alentours de la fête de la musique et les grandes chaleurs. Donc, affaire à suivre au cours de la semaine prochaine, les deux prochaines semaines, pour les chiffres Covid, notamment en France et en Europe, puisqu'en Europe, ça a été un petit peu le même cas hein, qu'en France. Voilà. Allez, j'en profite pour faire un petit suivi des opportunités daily qui nous ont été retournées au cours des dernières semaines avec le rebond des marchés. On avait pas mal d'opportunités daily comparativement aux opportunités hebdo où il se passe rien. Pourquoi? Parce que la vitesse hein, de rebond des bourses a été très très forte et du coup les opportunités, on va les chercher sur une unité de temps inférieure en plein bull market, dans les gros bull market bien lourds hein, qui durent plusieurs trimestres à plusieurs mois. On est à la cool, c'est-à-dire que toutes les opportunités, on a simplement à s'orienter sur des configurations en hebdomadaire, à se laisser porter par la vague. Et donc on sélectionne bien ces opportunités en hebdo, on fait des bonnes entrées, on size bien ses prises de position, on respecte son money management de manière à pouvoir s'exposer à un effet boule de neige, un effet cumulé de ses gains. Et voilà. Par contre, quand on est dans des situations où les hausses sont beaucoup plus rapides sur les indices, effectivement, les opportunités vont être sur des unités de temps inférieures à de l'hebdomadaire, donc du daily. Et je vous avais présenté cette opportunité il y a quelques semaines. Hein. Donc c'était sur VAPO. Donc on avait un contexte de type roquette de marché. Donc une large base de très très bonne qualité, une extraction de la large base et une première figure en tas séance très propre avec un breakout ici le jeudi 23 avril sur du volume. Donc là on a l'action qui est en train simplement d'effectuer son run. Je voulais simplement rappeler à tous ceux qui sont qui sont en position sur cette action, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, dans un écosystème boursier, dans un plan de trade, il est très important de prendre une partie de ses bénéfices assez rapidement, c'est-à-dire sur un R1 ou un R2. Un R1, c'est quand on gagne une fois ce qu'on était prêt à perdre sur le trade. Un R2, c'est quand on est en train de gagner deux fois ce qu'on était prêt à perdre sur le trade. Après, quand il y a de la news qui vient derrière, on peut ne pas prendre ses bénéfices directement et davantage s'exposer à un accident positif de richesse. Mais bon, ça c'est un plan de trade qui est vraiment typique aux news. Mais dans un écosystème sain et global, de spéculation, de manière générale, on prend régulièrement une partie de ses bénéfices assez rapidement. Ensuite, en fonction des cas de figure, est-ce que le mouvement va s'accélérer? Est-ce qu'on est dans un mouvement long et régulier? Est-ce qu'on est dans un hyper climax run où ça part comme ça, comme en décembre 2017 sur le Bitcoin? Voilà, en fonction des différentes situations, il faut adapter son plan de trade. Là, vous voyez, on a pris la prise de position, se faisait sur un trade où au début, ça partait en mouvement long et régulier. Là, on est toujours en mouvement long et régulier, mais c'est en train de s'accélérer. Et là, si au cours des prochaines séances, on commence à avoir une action qui accélère très fortement vers 50, 55, 60, là, il va falloir vraiment changer de plan de trade. Le plan de trade, il est adaptatif en fonction de comment se comportent les acheteurs et l'irrationalité des acheteurs sur un titre. C'est pour ça qu'il est très important quand on fait du swing trading, qu'on soit en daily ou en hebdo, de s'adapter au paysage boursier. Je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo, je vous explique tout ça dans le replay d'une webconférence que j'avais donnée à l'époque, où j'expliquais toutes mes stratégies sur du swing daily. Donc là, ce trade est sur du swing daily. Donc vous allez forcément apprendre des choses en voyant ou en revoyant ce replay. Donc voilà, ça c'était une chose très importante que je voulais souligner par rapport à ce titre.
Autre titre, dans une situation très intéressante, c'est le titre ETSY, donc ça c'est coté sur le Nasdaq, le précédent titre était coté sur le NYSE, donc c'est des actions américaines. Donc là, le contexte sur ce titre est assez intéressant. On a une action qui est dans un long cycle de hausse. On voit qu'il y a une forte volatilité au cours de l'année 2019 et début de l'année 2020 avec voilà, des cours qui ont stagné dans une grosse consolidation. Je vais vous la tracer. Voilà, on a cette large base. Dans l'idéal, une large base, on a des fluctuations qui se resserrent contre le pivot. Quand je dis se resserrer, il faut que ce genre de choses, on l'ait idéalement en haut. C'est-à-dire contre le pivot, et ensuite on a le dégagement, voilà, on a la cassure et la première grande vague de hausse. Donc là, on l'a pas eu sur le pivot, on va dire la contraction de la volatilité s'est faite sur le bas de la base. Donc c'est pas un cas d'école majeur, hein, c'est pas la plus belle large base. Cependant voilà, il faut vraiment, quand on fait ces analyses, retenir qu'il faut qu'on ait une contraction avant le début, le lancement de la fusée en dehors de sa base. Donc là, le lancement de cette fusée en dehors de sa base s'est fait ici le lundi 6 avril. On a les volumes qui partent. L'idée, c'est pas du tout de prendre position au début du lancement d'une fusée. C'est une fois que la fusée a été lancée, qu'elle est suffisamment haute et qu'elle se maintient haute. Si elle se maintient d'une manière très saine, très propre, et qu'on se rend compte que les investisseurs ne quittent pas le navire, c'est là où on va songer à prendre position. Et l'idée, c'est de répéter ce schéma, parce qu'on a un avantage statistique sur ce type de situation. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On avait une tasse avec une anse de très belle qualité, hein, vous voyez la tasse avec ici le double creux, la cassure avec des volumes, et là on partait. Donc ça, c'était un trade qui a été initié à la mi-juin. Là, actuellement, ce trade, il est déjà neutralisé, c'est-à-dire que vous avez déjà pris une partie de vos plus-values, vous ne pouvez plus perdre d'argent dessus, vous êtes en gain. Et là, l'idée, maintenant, ça va être d'aller tout simplement chercher un home run. Ça dépend du plan de trade que vous appliquez, hein. Si vous êtes sur un plan de trade de type requête de marché, sur un plan de trade de type leader de marché, de type news, là on n'a pas de news pour le coup, ou si vous êtes sur un plan de trade comme j'appelle tout terrain, le tout terrain typiquement, vous allez davantage suivre la tendance plus que prendre vos profits. Ça dépend de comment vous avez analysé le contexte et pris votre position. Dans tous les cas, c'est un bon trade. Le plan de trade, il va peut-être faire une différence à très court terme sur un mois, 2 mois, 3 mois, mais sur le long terme, c'est pas lui qui va faire une énorme différence. À partir du moment où vous l'appliquez avec rigueur et que vous sélectionnez correctement vos opportunités, voilà, à certains moments, vous allez vous dire « Ah mince, j'aurais peut-être dû prendre mes bénéfices avant et pas surfer la tendance. » Et à d'autres moments, vous allez prendre vos bénéfices et vous allez vous rendre compte que l'action continue à monter. Et vous allez vous dire « Mince, j'aurais dû davantage privilégier un plan de trade de suivi de tendance. » Mais en réalité, si vous analysez vos 500 dernières transactions, vous allez alors vous rendre compte que ça ne change pas grand-chose sur un gros échantillon. Ce que vous auriez dû faire à un endroit, finalement à un autre endroit, ça vous a permis de générer beaucoup plus de plus-value. Donc tout ça, ça s'équilibre. Le plus important, c'est d'être à l'aise avec le plan de trade que vous utilisez au moment où vous l'utilisez. C'est-à-dire quand vous décidez d'entrer en position, de revendre à un R1, un R2 ou de suivre la tendance à 100% sans revendre sur un objectif, mais d'attendre que la tendance se retourne, il faut juste être à l'aise avec ce plan de trade et le respecter. C'est ça vraiment le plus important. Et surtout de ne pas changer de stratégie en cours de route, sauf si bien entendu vous êtes sur un plan de trade qui s'adapte au paysage boursier, ce qui est vraiment pour le coup la Rolls des plans de trade. Encore une fois, tout ça, je vous l'explique, le lien est en description et vous allez découvrir tout ça dans le replay de la webconférence que j'ai donné sur ma façon de faire du swing trade en daily.